Bonjour, on va continuer donc notre cours concernant l'immunologie. Et cela, bien sûr, on voit au chapitre numéro 3 concernant la réponse immunologique spécifique. Pour les réponses immunologiques non spécifiques et pour le cours du soi et non-soi, voir les liens au-dessous. Aujourd'hui, on va chercher la problématique concernant les réponses immunologiques spécifiques et les traiter. Donc, comme situation problème. Parfois, les défenses naturelles innées et l'immunité non spécifique s'avèrent inefficaces. L'antigène microbien résiste et peut se multiplier dans l'organisme. C'est alors une autre immunité qui prend le relais, l'immunité adaptative ou acquise, c'est-à-dire l'immunité spécifique. Dans ce cas, il y a une identification précise de l'agent extérieur et son éradication spécifique. C'est la réaction immunitaire spécifique qui implique des cellules spécialisées telles les macrophages et les lymphocytes B, les lymphocytes T avec de nouveaux effecteurs. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Donc, quels sont les moyens et les propriétés de l'immunité spécifique et quels sont les organes et les cellules effecteurs dans l'immunité spécifique? Comme première activité, on va découvrir ensemble les différents types et propriétés des défenses spécifiques. Pour mettre en évidence les différents modes et acteurs de cette réaction immunitaire, on réalise sur des souris histocompatibles les expériences suivantes. Et il y en a 3. La première expérience, afin de dégager certaines propriétés de l'immunité spécifique, on réalise des expériences en utilisant des souris qui n'avaient jamais été atteintes ni par le tétanos ni par la diphtérie. Le document 1, que voilà, résume ces expériences et leurs résultats. Dans le document 2, les bactéries ou la bactérie diphtérique sécrète une toxine molécule présente dans le milieu extracellulaire entraînant la maladie. Sous l'effet de la chaleur, cette toxine perd son effet et devient ce qu'on appelle anatoxine, c'est-à-dire une substance qui est non pathogène mais reste immunogène. C'est-à-dire non pathogène et ne va pas entraîner la maladie, mais il va activer l'immunité contre cette bactérie, c'est-à-dire immunogène. Troisième expérience. Le BCG, bacille de Calmette-Guérin, est un vaccin obtenu à partir de la bacille de Koch, qu'on note BK, responsable de la tuberculose, se développe à l'intérieur des cellules. Comme question, exploiter les résultats en vue de, premièrement, préciser l'intérêt de la première série d'expériences. Alors, remarquez la première série d'expériences. On a la souris A, on injecte la toxine et on constate que la souris est morte. La souris B, on injecte la toxine diphtérique. Là, on a injecté la toxine tétanique. Donc là, on injecte la toxine diphtérique et la souris est morte. C'est-à-dire que les deux substances sont mortelles. La souris C, on injecte la toxine tétanique et après 15 jours, on injecte la toxine tétanique et on constate qu'elle reste vivante. Alors que la souris D, on a injecté la toxine tétanique et lorsque on a injecté après 15 jours la toxine diphtérique, on constate qu'elle est morte. Donc ce qu'on peut dire d'après cette expérience, c'est que les deux substances, la toxine diphtérique et tétanique, sont mortelles. Lorsqu'on injecte la toxine tétanique préalablement et on injecte après la toxine tétanique, la souris reste vivante. C'est que cette anatoxine a activé l'immunité de cette souris et lorsqu'on a injecté la toxine, elle était déjà immunisée contre cette substance. Par contre, pour le cas de la souris D, on constate que lorsqu'on a injecté la toxine tétanique, puis on a injecté la toxine diphtérique, elle est morte, parce qu'elle n'est pas immunisée contre la toxine diphtérique. Ce qui veut dire que ce qui a aidé cette souris à rester vivante, c'est qu'il y a une substance dans le sérum ou dans le sang de la souris qui a été sécrétée après la première injection de l'anatoxine. Donc comme réponse, on peut écrire: l'injection pour la première fois de la toxine tétanique ou diphtérique entraîne la mort des souris A et B, car elles ne sont pas immunisées. Par contre, la souris C
est restée vivante car l'injection de la toxine tétanique préalablement l'a rendue immunisée contre la toxine tétanique. Par contre, la souris D, bien qu'immunisée contre le tétanos, ne l'est pas contre la diphtérie, ce qui explique sa mort par l'injection de la toxine diphthérique. Donc ces résultats montrent que l'organisme construit une immunité spécifique à un antigène donné. Pour la question numéro 2, indiquer le type de réaction immunitaire mis en jeu dans la deuxième puis la troisième série d'expériences en précisant pour chaque type de réaction l'antigène ayant déclenché cette réaction et les effecteurs moléculaires ou cellulaires mis en jeu. Alors, remarquez cette expérience. On a injecté la natoxine diphthérique et après 15 jours, on a prélevé du sérum de cette souris-là. Ce sérum a été injecté à la souris B et la souris B auquel on a injecté le sérum de la souris A et lorsqu'on a ajouté la toxine diphthérique reste vivante. Par contre, lorsqu'on injecte des cellules, des lymphocytes prises de la souris immunisée A et lorsqu'on ajoute la toxine diphthérique, la souris elle est morte. Donc ce qu'on peut dire que ce qui a aidé ces souris à rester vivantes, c'est bien sûr le sérum et non pas les lymphocytes. Le sérum, donc, les cellules liquides, c'est un liquide sanguin. Donc, il contient une substance qui est dissoute dans ce liquide. Et on peut dire que la réaction ou les effecteurs qui ont agi dans cette expérience, c'est bien sûr la substance qui se trouve dans le sérum et qu'on appelle anticorps. Alors que les antigènes qui ont déclenché, c'est bien sûr la toxine diphthérique. Alors que pour cette expérience, on a essayé la souris A, auquel on a injecté le BCG, c'est-à-dire le bacille calmette-guérin. Le bacille calmette-guérin. Et après 15 jours, on a pris cette souris qui est immunisée contre la tuberculose, le sérum et les lymphocytes. Ce sérum, on l'a injecté aux souris B et le lymphocyte, on l'a injecté aux souris C. Et lorsqu'on a injecté la bacille de corps, c'est-à-dire qui va entraîner la tuberculose, on voit bien que cette souris elle était morte, alors que celle-ci reste vivante. Dans ce cas, c'est l'inverse. C'est pas le sérum qui a aidé la souris à rester vivante, mais bien sûr, c'est les lymphocytes qui ont agi pour que la souris reste vivante. Donc, dans ce cas, on peut dire que ce sont les cellules et les lymphocytes qui ont aidé la souris à rester vivante. Et on parle de réponse immunitaire cellulaire. Donc, la deuxième série d'expérience, les résultats obtenus montrent que le transfert de lymphocytes de la souris A immunisée contre la diphtérie à la souris C n'assure pas sa protection contre la toxine diphtérique, d'où sa mort, alors que le transfert du sérum de A permet au contraire de protéger le cobaye B, c'est-à-dire le souris B, contre la diphtérie, d'où sa survie. Ces expériences montrent que les effecteurs de l'immunité spécifique antidiphtérique sont des facteurs solubles qui se trouvent dans le sérum. Cette réaction immunitaire, dont les effecteurs sont des facteurs immoraux, est dite réponse immunitaire à médiation immorale et on la note RIMH, c'est-à-dire réponse immunitaire à médiation immorale. Pour le troisième document, les résultats obtenus montrent que le transfert du sérum de la souris A immunisée contre la tuberculose à la souris B n'assure pas sa protection contre le BK, c'est-à-dire le bacille de corps, d'où sa mort, alors que le transfert des lymphocytes vivantes de la souris A immunisée permet au contraire de protéger la souris C contre la tuberculose, d'où sa survie. Ces résultats justifient que les lymphocytes sont les effecteurs de l'immunité anti-BK et que la réponse est dite réponse immunitaire à médiation cellulaire, et on la note RIMC. Deuxièmement, dégager les différentes propriétés de la réponse immunitaire spécifique. Donc l'immunité spécifique, elle est acquise suite à un premier contact avec un antigène. Elle est spécifique car la réaction immunitaire est dirigée contre un seul antigène, c'est-à-dire elle est adaptative. Elle est transférable, c'est-à-dire la transférabilité, la possibilité de transférer l'immunité. Comme vous voyez ici, on a transféré le sérum et là on a transféré les cellules lymphatiques.
Donc, la possibilité de transférer l'immunité spécifique, par exemple un sérum contenant des anticorps spécifiques appartenant à un sujet immunisé contre une maladie infectieuse, peut être transférée à un autre qui ne l'est pas. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la sérothérapie, qu'on va voir dans les aides immunitaires, c'est-à-dire le prochain chapitre. La mémoire immunologique, c'est-à-dire la propriété du système immunitaire de garder pendant une longue période une réserve des acteurs acquis lors du premier contact avec l'antigène. La diversité, c'est-à-dire que la capacité de reconnaître et de réagir à un grand nombre d'antigènes possibles. Et comme conclusion, la réaction immunitaire spécifique acquise ou adaptative assure la protection soit par des molécules présentes dans le plasma si l'agent infectieux est présent dans le liquide extracellulaire telles les molécules de toxines, bactéries, etc. On parle de l'immunité à médiation hémorale, soit directement par certains lymphocytes si l'agent infectieux se développe dans les cellules, virus le plus souvent, on parle d'une immunité à médiation cellulaire. Deuxième activité. Quelle est la nature et la structure et la fonction des effecteurs qu'on a découvert? Et on va commencer par le premier. Dans le but de préciser la structure et les fonctions de l'anticorps, on propose les données suivantes. Document 1. On injecte de l'anatoxine tétanique à un lapin L1. Après 15 jours, on prélève le sérum auquel on ajoute de la toxine tétanique. Le mélange est inoculé à un autre lapin L2. Ceci ou celui-ci montre aucun signe de la maladie. Document numéro 2. La séparation des protéines sériques, c'est-à-dire du sérum, par électrophorèse chez un sujet atteint par l'hépatite et chez un sujet sain qui joue le rôle de témoin, fournit les résultats suivants. Figure numéro 2. Document 3. Des études biochimiques et les observations microscopiques ont déterminé la structure de l'anticorps ainsi que les différentes classes de l'anticorps. Figure 3. Et document 4 représente les schémas explicatifs de la complémentarité des anticorps avec des antigènes spécifiques, alors que la figure 5 présente une explication de la diversité des anticorps. Et on vous demande comment expliquer les résultats de l'expérience obtenue avec le lapin L2 et en déduire le type des vecteurs de la REMH et leur mode d'action. Donc remarquez ici, on a dit que lorsqu'on a injecté l'anatoxine à ce lapin, elle est immunisée. Et lorsqu'on prend son sérum et on l'ajoute avec de la toxine tétanique, ce mélange, on le prend et on l'injecte à un autre lapin. Et on constate qu'il reste vivant bien qu'il y a présence de la toxine tétanique. Ceci peut être expliqué que la toxine tétanique a été éliminée par la présence du sérum de ce lapin immunisé. C'est que ce sérum contient une substance anti-tétanique. C'est ce qu'on appelle les anticorps. Et les anticorps donc vont s'associer avec l'antigène pour l'inhiber ou pour l'éliminer, en formant ce qu'on appelle un complexe humain. Et lorsqu'on injecte ce mélange à ce lapin, il n'y avait plus de toxines libres. Donc, comme explication, la survie du lapin L2 peut être expliquée par la présence dans le sérum du lapin L1 immunisé des molécules solubles capables de neutraliser la toxine tétanique. Il s'agit des anticorps synthétisés par le lapin L1 après l'avoir injecté d'anatoxine. En comparant les graphes A et B, déduire la nature chimique et la structure de l'anticorps. Alors si on compare ces deux graphes, qu'est-ce qu'on constate? Les courbes que voilà se répètent, seulement leur dimension ou leur amplitude n'est pas la même. Par contre, pour le bêta, alpha 2, alpha 1 et l'albumine, c'est presque comparable. La différence reste à ce niveau-là. Un individu qui a été en contact avec l'antigène, il y a une grande amplitude ou une grande concentration de cette substance, alpha, globuline. Par contre ici, pour une personne qui est saine, vous voyez, il y a ici une concentration de alpha-globuline qui est très faible. Donc, la présence du contact avec un antigène permet la sécrétion des substances qu'on appelle alpha-globuline. Puisqu'il s'agit de l'immunologie, on l'appelle alpha-immunoglobuline et qu'on note alpha IG. C'est ça le symbole de
l'anticorps. Donc l'anticorps, une protéine de type alpha-globuline. Le document qu'on a ici montre la structure de l'anticorps. L'anticorps ressemble à la lettre Y. Et vous voyez ici qu'il y a 1, 2, 3, 4. 4 chaînes qui forment cet anticorps, qui sont bien sûr liées par des liaisons. Et on constate qu'il y a 2 chaînes qui sont courtes et 2 chaînes qui sont longues. Donc 2 chaînes légères et 2 chaînes lourdes. Et là bien sûr quelques aspects ou quelques types de l'anticorps. Donc des documents 2. Par comparaison, on constate que l'analyse sérique montre l'augmentation des protéines gamma-globuline chez le malade, ce qui permet de dire que l'anticorps AC, c'est-à-dire AC, est une protéine gamma-immunoglobuline notée gamma-IG. Dans le document 3, chaque molécule d'anticorps est constituée d'un assemblage de 4 chaînes polypeptidiques semblables 2 à 2. 2 chaînes lourdes qu'on note H et 2 chaînes légères qu'on note L. Chaque chaîne comporte 2 régions. Une région qui est constante, remarquez ici cette partie-là qui est en violet clair. Donc elle est constante et cette partie qui est claire en jaune, elle est constante. Donc ce sont les parties constantes. Dont la séquence des acides aminés est la même pour tous les anticorps d'un même type. Et une région variable, la région variable c'est ça, cette partie externe qu'on a ici. Donc cette région variable dont les séquences d'acides aminés varient d'un anticorps à l'autre. La configuration spatiale d'un anticorps évoque la forme Y. La branche impaire, c'est-à-dire celle-ci, la branche impaire du Y forme des régions constantes et notées FC, fragments constants, et les 2 branches symétriques qu'on a ici se terminent par des régions qui sont variables, ou qu'on appelle aussi paratopes, et qui constituent le site de reconnaissance des antigènes, et on appelle FAB, fragment de fixation de l'antigène. Il existe plusieurs types d'anticorps. Il y a les anticorps A, c'est-à-dire IgA, IgD, IgE, IgG et IgM. Et chacun a ses caractéristiques que voilà. Par exemple, IgE, il est impliqué dans les réactions inflammatoires locales. Elles sont souvent liées aux récepteurs membranaires des mastocytes et des granulocytes. Ça, on va le voir dans le cas de l'allergie. Comme troisième question, dégager la relation entre la structure de l'anticorps et sa fonction. Remarquez ici, on a des anticorps et là on a des antigènes. Et remarquez que les antigènes présentent des protéines qui ont une structure qui ne peut être comparable qu'avec la région variable de ces anticorps. C'est-à-dire que chaque anticorps va se fixer sur un seul type d'antigène. C'est pourquoi on parle de spécificité. Le déterminant antigénique ou motif moléculaire reconnu par l'anticorps présente une complémentarité spatiale et une affinité chimique avec la région variable des 2 chaînes dans l'anticorps. Des liaisons de faible énergie s'établissent à ce niveau entre les anticorps et les antigènes, formant ainsi un complexe qu'on appelle complexe humain et qu'on note ACAG. Grâce à leur paratope qui se lie directement à l'épitope de l'antigène, on dit que les anticorps membranaires reconnaissent directement le non-soi. Dernière question, comment expliquer la diversité des anticorps? Puisque les anticorps ce sont des protéines, et les protéines résultent de l'expression gène. Et les gènes, bien sûr, se trouvent au niveau des chromosomes. Remarquez ici, on vous donne que les gènes responsables de la synthèse de ces anticorps trouvent sous forme de plusieurs gènes. C'est-à-dire que plusieurs gènes vont s'exprimer pour donner un anticorps. Donc vous voyez ici, il y a une série, il y a plusieurs gènes qui sont responsables de la synthèse de l'anticorps. Par exemple, on a ici VDJC. Alors, remarquez que chaque gène présente plusieurs allèles. Et lors de la transcription, c'est-à-dire la formation de l'ARN, remarquez ici que certains allèles vont entrer
dans la formation des gènes concernant cet ADN qu'on appelle ADN réarrangé. Et cet ADN, bien sûr, va subir la transcription, c'est-à-dire transformation en ARN, et l'ARN va être lu et exprimé ou traduit en chaînes protéiques qui vont former ce qu'on appelle l'anticorps. Donc, la diversité des anticorps résulte à ce réarrangement des allèles lors de la formation de ces ADN, c'est-à-dire ADN réarrangé. Donc, le document 4, figure 2, la diversité des anticorps est assurée par un réarrangement moléculaire de l'ADN, codant pour les diverses chaînes H et L. Ces variations sont apportées par des combinaisons, des associations des chaînes peptidiques et sans doute par des mutations. Les chaînes lourdes sont codées par 3 gènes, que voilà, notez V qui a 150 allèles, D qui a 30 allèles, J qui a 6 allèles, disposés le long du chromosome 14, chez l'homme bien sûr. Les imprécisions dans la soudure des pièces détachées amplifient le nombre de versions définitives possibles, si bien qu'on pense qu'il existe 200 000 chaînes lourdes possibles, alors que les chaînes légères sont codées de façon similaire, soit par le chromosome 2 ou le chromosome 22. Le chromosome 2 présente au moins 6000 chaînes possibles, alors que le chromosome 22 présente au moins 1000 présente au moins 1000 chaînes possibles. Alors s'il y a un réarrangement entre ces différentes chaînes, alors vous pouvez bien sûr avoir une idée combien on peut avoir d'anticorps qui sont totalement différents les uns des autres, ce qui explique la diversité des anticorps. Activité numéro 3. Quels sont les organes et les cellules de l'immunité spécifique? Comme tout système, le système immunitaire est composé d'organes et de cellules spécialisées. Pour connaître ces composants et leur rôle, on a les documents suivants. Document 1. L'observation de frottis sanguins colorés permet de repérer entre les hématocytes des globules blancs, également appelés leucocytes, qui se distinguent par l'aspect de leur noyau. Remarquez la figure. On a les monocytes, on a les lymphocytes et on a les granulocytes. Dans le document 2, pour localiser les organes intervenant dans notre immunité, on vous présente ici la figure numéro 2, qui présente les organes lymphoïdes ainsi que des informations sur ces organes. On a la moelle rouge des os, qui est un tissu localisé dans les cavités de l'os spongieux des os. Le thymus est un organe situé à la base du cou en arrière du sternum. La rate est un organe abdominal de couleur rouge foncé. Les ganglions lymphatiques sont de petits organes arrondis branchés sur la circulation lymphatique et recevant la lymphe par les vaisseaux lymphatiques qui les traversent. Comme ganglions lymphatiques, on a les amygdales, sont des formations lymphoïdes disposées autour du pharynx. On a le système lymphoïde du tube digestif, est un ensemble de formations lymphoïdes associées au tube digestif parmi lesquelles l'appendice, se trouvant à l'extrémité du gros intestin, et les plaques de Peillet situées sur la muqueuse de la partie terminale de l'intestin grêle. Les ganglions lymphatiques, la rate, les amygdales, le système lymphoïde du tube digestif sont des zones de passage, de stockage et de prolifération des lymphocytes et constituent les organes lymphocytes ou lymphoïdes secondaires, alors que la moelle rouge et le thymus constituent les organes lymphoïdes primaires. Dans le document 3, une anomalie de la moelle osseuse rouge entraîne une réduction du nombre de leucocytes accompagnée d'un déficit immunitaire grave. Dans certains cas de leucémie, la moelle osseuse produit des leucocytes immatures, c'est-à-dire non fonctionnels. Ceci est accompagné d'un déficit immunitaire. Ça, on va le voir lors du dysfonctionnement immunitaire la prochaine vidéo. Une souris sans thymus a une durée de vie limitée. Une greffe de peau de rat réalisée sur une telle souris, c'est-à-dire une xénogreffe qu'on appelle xénogreffe, est parfaitement tolérée, impliquant une absence d'une réaction immunitaire RMC.
lors d'une angine de gorge et un gonflement du ganglion du cou. L'observation d'un ganglion enflé, c'est-à-dire en activité, montre des lymphocytes en multiplication. Donc ça, ce sont des informations qui vont vous aider à trouver la bonne réponse. Donc comme question, identifier et déduire les caractéristiques des cellules immunitaires. Donc les cellules immunitaires que voilà sont des cellules différentes qui ont un noyau, mais l'aspect du noyau bien sûr diffère d'une cellule à une autre. Les granulocytes ont un noyau qui est granuleux, c'est-à-dire plusieurs lobes, alors que les monocytes ont un noyau qui est en amas, c'est-à-dire rond, presque rond. Alors que les lymphocytes, bien sûr, ils diffèrent. Ils ont un grand noyau, mais ils diffèrent bien sûr les unes des autres. Et bien sûr, il y a différents types de cellules immunitaires. Il y a les monocytes, il y a les lymphocytes et il y a les granulocytes. Même les granulocytes, qu'on appelle aussi polynucléaires. Il y a les basophiles, les ionosophiles et bien sûr les neutrophiles. Donc l'observation d'un frottis sanguin coloré permet de distinguer les hématies, ce sont les globules rouges, et les leucocytes qui sont les globules blancs et qui sont moins nombreuses que les globules rouges. C'est pourquoi le sang est le rouge. Un leucocyte sur 700 hématies en moyenne sont les principaux acteurs de la réponse immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs, et se distinguent par leur noyau qui permet de les classer en plusieurs catégories, les monocytes, les granulocytes et les lymphocytes. Les leucocytes peuvent être des leucocytes circulants, c'est-à-dire les granulocytes, les lymphocytes et monocytes, ce que l'on trouve dans le sang et la lave, et des leucocytes tissulaires tels les macrophages essentiellement. Deuxième question. À partir des données fournies par le document numéro 2, complétez la légende de la figure 2. Vous avez ici tous les termes à mettre à ce niveau-là. Donc là, bien sûr, c'est le thymus. Là, c'est la moelle rouge. Là, bien sûr, ce sont les ganglions. Là, c'est l'appendice. Là, bien sûr, c'est les plaques de Peyer. Là, c'est la rate, etc. Donc, l'uniformation des cellules de l'immunité. Donc, on a ici le thymus, on a ici la moelle rouge, là, on a les amygdales, là, on a la rate, là, on a les glandes abdominaux, c'est-à-dire les plaques de Peyer. Troisièmement, à partir des données du document 3, que peut-on déduire quant au rôle de la moelle osseuse et du thymus et du ganglion? Donc, c'est ça, le document 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la présence de la moelle osseuse elle est obligatoire, car son absence induit un déficit immunitaire grave. Et que l'absence du thymus, vous voyez ici, la greffe réussit, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse immunitaire vis-à-vis de l'organe greffé, car on a ici greffé la peau du rat à une souris, c'est-à-dire ils ne sont pas de la même espèce. C'est pourquoi on parle ici de xénogreffe. Donc, ces organes sont importants pour l'immunité du corps. Donc, une anomalie de la moelle osseuse entraîne l'absence ou le déficit des leucocytes, d'où l'absence des réponses immunitaires. Et on suppose qu'au niveau de la moelle osseuse, que sont produits les différents leucocytes. L'absence de thymus entraîne l'absence de la réponse REMC et la mort due à l'absence de certains lymphocytes, et on suppose que le thymus a un rôle important dans la formation de ces lymphocytes, et donc dans la RMC. Après une infection, on constate que le volume des ganglions a augmenté, ainsi que le nombre des lymphocytes, et on suppose qu'au niveau des ganglions, les lymphocytes entament la réponse immunitaire. Donc, comme hypothèse, la réponse immunitaire à médiation spécifique nécessite la présence de cellules leucocytes qui prennent naissance dans la moelle osseuse et deviennent matures dans le thymus pour aller intercepter tous les éléments étrangers au niveau des ganglions. Quatrième activité, où et comment ces cellules immunitaires deviennent matures et immunocompétentes. Donc, où se fait la maturation? Afin de déterminer le rôle de la moelle osseuse et du thymus dans la production et maturation des lymphocytes, des expériences d'irradiation et de greffe sont pratiquées sur des lots de souris. L'irradiation a pour effet de tuer les cellules de la moelle osseuse, ont été réalisées et les résultats sont
présentés dans le tableau suivant, figure 1, expérience 2. Et comme question, on vous demande, en interprétant les résultats obtenus dans chaque expérience, peut-on confirmer les hypothèses proposées précédemment pour la moelle osseuse et le tubus? Lorsqu'on a irradié cette souris, donc il a perdu ses organes ou ses effecteurs immunitaires. Et lorsqu'on a fait l'analyse, on constate que le nombre d'hématies de leucocytes il est faible, enfin il est nul. La production de lymphocytes elle est nulle. L'immunité hémorale elle est absente. L'immunité cellulaire elle est absente. Donc la radiation a entraîné une inhibition totale de la réponse immunitaire. Mais lorsqu'on a fait une greffe de la moelle osseuse à ces animaux irradiés, on constate qu'il y a un retour progressif au nombre normal des leucocytes et des hématies, et un retour progressif aussi et normal de la production des lymphocytes, et que l'immunité hémorale et l'immunité cellulaire sont rétablies. Ce qui veut dire que la moelle osseuse est très importante pour la réponse immunitaire. Pour le document numéro 2, l'irradiation, thymectomie, ça veut dire on enlève le thymus, puis on injecte ici la moelle osseuse. Qu'est-ce qu'on constate? Que la production des lymphocytes elle est normale, que l'immunité hémorale elle est faible, et l'immunité cellulaire elle est absente. Donc cette première expérience montre que, puisque ici production de lymphocytes qui est normale, grâce bien sûr à la moelle osseuse, on peut conclure que au niveau de la moelle osseuse, les lymphocytes sont bien sûr fabriqués ou sont synthétisés ou sont produits. Par contre, l'absence du thymus a entraîné une absence de l'immunité cellulaire, ce qui veut dire que le thymus est obligatoire pour qu'il y ait une réponse immunitaire cellulaire, alors que l'immunité hémorale, elle est présente mais elle est faible. Pour la deuxième expérience, l'irradiation, thymectomie, greffe du thymus. Là, on a injecté le thymus. Qu'est-ce qu'on constate? Que la production de lymphocytes est nulle. Ce qui veut dire que le thymus n'est pas responsable de la fabrication des lymphocytes. Et que la réponse immunitaire hémorale, elle est absente. De même, la réponse cellulaire, elle est absente. Parce que, en absence de la moelle osseuse, il n'y a pas de cellules pour que le thymus intervienne à leur activation. Pour l'irradiation et thymectomie. Donc on a fait une irradiation et une hypoctomie. Puis on a injecté le greffe de la moelle osseuse et le greffe de thymus. Donc une souris qui est normale. Ce qui veut dire que la production des lymphocytes normale, la réponse immunitaire hémorale normale et la réponse immunitaire cellulaire, elle est normale. Donc ceci montre l'importance de ces deux organes, c'est-à-dire la moelle osseuse et le thymus, pour la réponse immunitaire spécifique, soit hémorale, soit cellulaire. Donc comme réponse, on peut dire les expériences d'irradiation et de greffe de la moelle osseuse montrent que les cellules impliquées dans l'immunité spécifique naissent dans la moelle osseuse, à partir des cellules souches totipotentes, c'est-à-dire cellules ayant la propriété de se multiplier activement et sont à l'origine de plusieurs lignées cellulaires, dont les plus importantes sont les cellules de l'immunité. La moelle osseuse est un organe important. À son niveau sont produites toutes les cellules sanguines, globules rouges, hémacées, globules blancs, leucocytes, monocytes, granulocytes, lymphocytes, etc. Alors que la deuxième expérience montre qu'en absence de thymus, la moelle osseuse à elle seule ne permet pas la production de LB mature. Alors que la présence de thymus seul, sans moelle osseuse, pas de production ni de lymphocyte T ni de lymphocyte B. Donc le thymus est non suffisant pour la production des lymphocytes, mais important pour leur maturation. Ceci confirme les hypothèses proposées. Donc, quelle conclusion peut-on conclure? Donc, c'est-à-dire que les cellules immunitaires prennent naissance au niveau de la moelle osseuse
Certaines vont passer vers le thymus pour qu'ils deviennent mûrs, c'est-à-dire matures, alors que d'autres vont rester au niveau de la moelle osseuse pour devenir matures. Celles qui sont restées au niveau de la moelle osseuse sont nommées les cellules B, c'est-à-dire les cellules lymphatiques B, alors que les cellules qui passent vers le thymus sont appelées les cellules lymphatiques T. On peut conclure que la production des cellules immunitaires se fait en deux étapes, la naissance et la maturation, c'est-à-dire la capacité de distinguer le non-soi. C'est-à-dire que la cellule doit être capable de distinguer le non-soi. Les LB et les LT naissent dans la moelle rouge des os sous la forme de pré-T et pré-B. Les pré-B subissent leur maturation dans la moelle rouge, toujours, et deviennent LB, d'où leur nom. B, c'est-à-dire bone, c'est-à-dire os. Les pré-T subissent leur maturation dans le thymus pour devenir les LT, d'où leur nom T, c'est-à-dire thymus. Moelle rouge des os du thymus, c'est-à-dire ce sont les organes lymphoïdes centraux responsables de la production et maturation du lymphocyte B et T. Et après maturation, les lymphocytes et les macrophages s'accumulent dans les organes lymphoïdes périphériques, ganglions lymphatiques, rate et amas lymphoïdes, lieu de rencontre avec les antigènes et point de départ des réponses immunitaires spécifiques. En quoi consiste la maturation des lymphocytes? C'est-à-dire tout à l'heure, on avait dit que la maturation, c'est que les cellules lymphatiques doivent être capables de reconnaître l'antigène ou l'intrus. Les lymphocytes LT et LB deviennent matures et immunocompétents au niveau des organes lymphoïdes centraux. Pour comprendre comment se fait cette maturation, on exploite les documents suivants. Figure 1, 2, 3, voilà. Et on a les questions suivantes. Montrer où et comment les lymphocytes deviennent immunocompétentes. Quelle est la nature spatiale des molécules synthétisées et déduire leur rôle. Comment expliquer que chaque individu a un répertoire de lymphocytes immunocompétents. Donc la première figure. Remarquez ici, on a le thymus et là on a la moelle rouge. Donc à ce niveau-là, bien sûr, il y a formation des lymphocytes qu'on a appelés pré-T et pré-B. Les pré-T doivent passer vers le thymus pour qu'il y ait maturation et deviennent des lymphocytes T matures. Pour cela et pour passer ensuite vers le sang qui va les emmener vers les ganglions. Alors que les lymphocytes pré-T vont rester au niveau de la moelle osseuse pour qu'ils soient matures et après les lymphocytes B matures vont migrer vers le sang pour qu'ils aillent vers les ganglions. Maintenant, comment se fait cette maturation des lymphocytes T? Donc au niveau du ganglion, vous voyez ici, il y a une partie où il y a bien sûr un ensemble des cellules qui vont bien sûr apprendre à reconnaître les antigènes. Par exemple, remarquez ici, on a la moelle osseuse qui donne les cellules pré-T. Les cellules pré-T vont synthétiser des protéines membranaires telles les CD4 et les CD8. Les cellules lymphatiques qui présentent les CD8 sont appelées les T8 et les lymphocytes qui présentent les T4 sont appelés les lymphocytes qui présentent les CD4 sont appelés T4. Et ainsi, on a deux lots de lymphocytes. On a les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. Ces derniers, c'est-à-dire les lymphocytes T, vont ensuite synthétiser un autre ou une autre protéine membranaire qu'on appelle TCR, c'est-à-dire le récepteur cellulaire des lymphocytes T. Et les cellules T, enfin, vont avoir deux types de protéines, les CD4 et les TCR. Et grâce à ces protéines membranaires, les cellules B, bien sûr, vont subir comme une sorte d'examen. Il va y avoir rencontre avec les différents
antigènes présentés par les cellules du thymus pour choisir bien sûr les lymphocytes T qui ne peuvent pas les reconnaître parce que ceux qui les reconnaissent vont être éliminés et ceux ou celles qui vont passer dans le sang sont les cellules T qui n'ont pas ou qui ne reconnaissent pas l'antigène du soi. De même, les lymphocytes B. Elles naissent bien sûr sans protéines, comme on va la remarquer ici. Ce sont les pré-B, mais au niveau de la moelle osseuse toujours, ils vont fabriquer des protéines membranaires appelées anticorps. Et grâce à ces anticorps, et aussi grâce à la partie variable, ils vont bien sûr reconnaître les protéines ou les antigènes présentés par cette cellule. S'ils reconnaissent les protéines, c'est-à-dire les antigènes du soi, ils vont être éliminés. S'ils ne les reconnaissent pas, ils vont passer vers le sang et vers, bien sûr, les ganglions. Là, cette figure-là vous montre l'aspect total de l'anticorps, c'est-à-dire le le BCR. C'est le récepteur membranaire des cellules B. Et là, le TCR, c'est-à-dire le récepteur cellulaire T. Donc, l'immunocompétence se déroule au niveau des organes lymphoïdes primaires, c'est-à-dire la moelle osseuse et le thymus. Les cellules pré-B prennent naissance dans la moelle osseuse, synthétisent différemment des récepteurs membranaires qu'on a appelés BCR, qui sont des anticorps membranaires, puis ils sont soumises à une sélection. Des cellules B possèdent des récepteurs qui reconnaissent les molécules de soi présentées par les cellules de la moelle sont éliminées, alors que les cellules B portant des récepteurs qui ne se lient pas aux auto-antigènes, c'est-à-dire l'antigène de soi, deviennent immunocompétents et vont passer bien sûr dans le sang pour aller vers les ganglions. Alors que les cellules pré-B prennent naissance dans la moelle osseuse, migrent vers le thymus et utilisent et synthétisent des protéines membranaires telles les récepteurs TCR et des marqueurs CD4 et CD8 qui permettent de distinguer deux sous-populations importantes, des lymphocytes qu'on appellera LT4 et LT8, qui vont bien sûr subir aussi une sélection. La première sélection a lieu au niveau de la zone corticale du thymus. Les LT possèdent des récepteurs T ayant une affinité pour les molécules HLA, c'est-à-dire CMH, du soi sont conservés et migrent vers la zone médulaire, les autres sont éliminés. La deuxième sélection a lieu dans la zone médulaire du thymus. Les LT possédant des récepteurs T capables de reconnaître les peptides, c'est-à-dire les antigènes du soi présentés par les molécules HLA, sont éliminés, les autres sont conservés. Ainsi, les LB et LT immunocompétents naïfs regagnent la circulation et migrent vers les organes lymphoïdes périphériques dans l'attente d'une sollicitation par un antigène. La tolérance du soi est ainsi acquise par une élimination permanente des LB et LT autoréactifs. C'est au cours de la maturation des LB dans la moelle et des LT dans le thymus que sont sélectionnés et retenus les clones de cellules reconnaissant le soi, c'est-à-dire reconnaissant le non-soi, tandis que les clones reconnaissant le soi sont éliminés. Ainsi s'installe la tolérance au soi. C'est la propriété des cellules immunitaires de reconnaître et éliminer le non-soi, de reconnaître et préserver les molécules du soi. Donc, quelle est la structure spatiale des molécules synthétisées et déduire leur rôle? Remarquez les molécules synthétisées qu'on appelle les récepteurs. Donc là, c'est l'aspect de TCR, là, c'est l'aspect de la BCR. Et les deux, bien sûr, ont une région variable qui a l'affinité de reconnaître tout ce qui est, bien sûr, antigène. Donc, en se procurant du récepteur, les lymphocytes deviennent capables de distinguer entre le soi et le non-soi. On dit qu'ils acquièrent de l'immunocompétence. Le récepteur que les LB acquièrent au niveau de la moelle osseuse est une immunoglobuline de surface forme Y.
anticorps membranaires en forme de Y, semblables aux anticorps circulants. Les parties variables de ces molécules forment un site de reconnaissance de l'épitope. Le récepteur que le LT acquiert au niveau du thymus est formé de deux chaînes peptidiques différentes dont la partie variable constitue un site de fixation d'un épitope donné. Ce récepteur TCR permet la reconnaissance de molécules du non-soi dans le contexte du soi parce qu'il comporte en réalité deux sites permettant la reconnaissance des déterminants antigéniques associés à la molécule HLA du soi. Les expériences de luminomarquage et les observations en microscopie électronique ont permis de constater que les LT ne sont capables de détecter un antigène que s'il est exposé en association avec une molécule HLA à la surface d'une cellule présentatrice d'antigène, qu'on note CPA, cellule présentatrice d'antigène, ou cible, ou cellule cible, cellule infectée ou histo-immunocompatible. Troisièmement, comment expliquer pour chaque individu un répertoire de lymphocytes immunocompétents. Donc ça, on l'avait déjà dans l'autre paragraphe. Remarquez ici seulement que les cellules souches vont se multiplier, vont bien sûr vont acquérir des récepteurs qui sont totalement différents grâce bien sûr au réarrangement des ADN lors de la formation de l'ADN responsable de la synthèse de ces récepteurs, et on a ici des cellules à récepteurs qui sont totalement différents. Et ces cellules, bien sûr, vont subir, comme on a vu ici, une sélection, et on va avoir seulement les cellules qui ne reconnaissent pas le non-soi, qui vont passer vers le sang et bien sûr passer vers les ganglions. Chaque individu possède un répertoire de lymphocytes immunocompétents et différents grâce à son génome, son information génique, ce qui permet la synthèse des différents marqueurs et récepteurs des lymphocytes. C'est-à-dire que le répertoire est très diversifié. Des LB et des LT s'élaborent dans les organes lymphoïdes primaires, c'est-à-dire la moelle osseuse pour les LB et le thymus pour les LT. Des lymphocytes sont produits de façon continue aléatoirement selon des mécanismes génétiques complexes. Cette très grande variabilité ou variété de lymphocytes produits est potentiellement capable de reconnaître l'immense diversité des pathogènes possibles. On estime que le nombre de clans différents de LT est de l'ordre de milliards. C'est le répertoire immunitaire. Comme conclusion, la capacité de distinguer le non-soi par les lymphocytes ou immunocompétences est acquise lorsque ces cellules expriment à leur surface des récepteurs membranaires spécifiques, les récepteurs des lymphocytes B ou BCR et les récepteurs des lymphocytes T ou TCR. Les BCR sont des anticorps membranaires qui reconnaissent directement et de façon spécifique grâce à leur région variable les antigènes qui leur sont complémentaires, alors que les TCR sont des protéines qui ne reconnaissent l'antigène que s'il est associé à une molécule de CMH. Comment se déroule donc la réponse immunitaire? Lors d'une infection virale ou bactérienne, le système immunitaire déclenche une réaction immunitaire spécifique. Les cellules de l'immunité identifient l'antigène afin de produire des effecteurs permettant l'élimination de cet antigène. Donc d'après ce petit texte, qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est-à-dire comment la réponse immunitaire se produit. Comment les cellules de l'immunité, c'est-à-dire les B et les T, identifient l'antigène ou reconnaissent le non-soi pour, bien sûr, le détruire et l'éliminer. Donc, comment se déroulent les différentes phases de la réaction immunitaire spécifique? Alors, pour qu'il y ait réaction immunitaire, la première chose qui doit se produire, c'est la reconnaissance de l'antigène. Et là, on parle de la phase d'induction. Donc, chez un sujet, S1, atteint d'une infection ou d'une maladie infectieuse, petit m, on prélève dans les tissus lymphoïdes des macrophages M1, et chez un individu S2, le vrai jumeau, c'est-à-dire ils ont le même
répertoire immunologique. Donc, c'est-à-dire ils sont jumeaux. Le vrai jumeau de S1, c'est-à-dire ils ont la même information génétique qui n'a jamais été atteint par la maladie M. On prélève dans le tissu lymphoïde des macrophages M2 et des LT2 et des LB2. Cet indice 2, c'est-à-dire la personne 2. On réalise des cultures avec ces diverses catégories cellulaires et on cherche la production de alpha-globuline, c'est-à-dire l'anticorps. Là, la culture, donc culture 1 à 1 ou culture 2, et là, les cellules présentes, et là, la production d'anticorps. Donc, on présente de macrophages, des lymphocytes B et lymphocytes T de la personne numéro 2, il n'y a pas production d'anticorps. Alors que, on présente deux macrophages de la personne 1 qui a été infectée par la maladie, et on présente de LB2 et LT2, il y a une synthèse importante des anticorps. C'est-à-dire, pour qu'il y ait synthèse des anticorps, il faut qu'il y ait un macrophage qui reconnaît l'antigène responsable de l'infection. Les observations au microscope électronique de prélèvement réalisées au niveau de la rate, organe lymphoïde périphérique, montrant des contacts entre les cellules de l'immunité dans les premiers jours de toute infection et ont permis de réaliser les documents 1 et 2 suivants. Voilà donc les photos et voilà donc les schémas. Alors remarquez ici, on a l'antigène, là on a un macrophage. Donc un macrophage, c'est une cellule qui mange les cellules infectées ou les antigènes. Donc remarquez ici, il y a formation des pseudopodes pour avaler cet antigène. Une fois avalé, il va être dégradé, puis une partie de cet antigène, c'est-à-dire un déterminant antigénique, va être sorti vers l'extérieur grâce au CMH et présenté bien sûr aux cellules lymphatiques, qui bien sûr vont le reconnaître grâce à leur récepteur TCR. De même pour les lymphocytes B, qui présentent bien sûr leur récepteur, c'est-à-dire l'anticorps BCR qu'on a ici, ils vont bien sûr reconnaître l'antigène grâce bien sûr à la partie variable, et une fois reconnu, il va être bien sûr avalé, donc phagocyté, puis faire sortir une partie, c'est-à-dire un déterminant antigénique, ils vont faire sortir cet déterminant ou ce déterminant antigénique à l'extérieur grâce au CMH et le présenter bien sûr au lymphocyte T. Donc comme question, pourquoi a-t-on réalisé l'expérience A avec le vrai jumeau de S1 et quelle conclusion peut-on dégager? C'est-à-dire si on a utilisé les deux jumeaux parce qu'ils présentent le même ou la même information génétique. Donc, c'est-à-dire les cellules présentent le même CMH. Donc, les cellules lymphatiques de A peuvent reconnaître les cellules lymphatiques de B, c'est-à-dire de son frère jumeau. On a choisi le frère jumeau car les deux frères ont le même génome, c'est-à-dire même information génétique, donc le même répertoire lymphatique, ce qui explique la production importante des anticorps grâce à la coopération entre les cellules M1 activées de l'individu S1 et les lymphocytes LB2 et LT2 de l'individu S2, même s'il n'est pas été atteint par la maladie infectieuse. Légender les schémas d'interprétation du document 1 et 2. Donc vous voyez ici, on a les macrophages, là on a l'antigène, là on a lymphocyte, donc ça c'est quoi? Alors pour le 5, c'est le CMH, le 4 c'est le déterminant antigénique, le 5 c'est le TCR, donc 3 c'est le CMH. Alors qu'ici on a le 2 c'est le CMH, le 3 c'est le déterminant antigénique et le 4 c'est le BCR. Donc déterminant antigénique, voilà, déterminant antigénique, le 2 c'est le CMH1, remarquez sa forme avec celui-là. Là il est plus fin, donc CMH1, et plus gros, c'est le CMH2. C'est-à-dire que les macrophages présentent les deux CMH1 et CMH2. Donc ils vont présenter les déterminants antigéniques
au LT4 grâce bien sûr au CMH2. Alors qu'ils vont présenter le déterminant antigénique ou lymphocyte T8 grâce au CMH1. Voyez? Donc là, vous avez TCR4 de LT4 et là, vous avez le TCR de LT8. Alors que là, on a le 1, c'est le BCR, c'est-à-dire un anticorps. Le 2, c'est bien sûr le CMH2. Le 3, c'est le déterminant antigénique ou le peptide. Et le 4, c'est bien sûr le TCR. Troisièmement, décrire comment se fait la connaissance de l'antigène par les LT et les LB. Donc cette phase est caractérisée, c'est-à-dire l'induction. C'est une phase de reconnaissance. Donc cette phase est caractérisée par la reconnaissance de l'antigène cible, les LB et les LT, dont le récepteur membranaire spécifique et complémentaire d'un déterminant antigénique, sont retenus lors de leur contact avec ce déterminant. C'est la sélection clonale. On parle de sélection clonale car on a un répertoire qui est très diversifié. Bien sûr, on va choisir un lymphocyte qui va reconnaître cet antigène. Et on parle de sélection clonale, qui se fait généralement au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Les LB sont sélectionnés directement par les antigènes libres ou exposés à la surface des cellules étrangères, des cellules infectées ou des virus. Reconnaissance directe et simple assurée par l'anticorps de surface que les LB portent sur leur membrane. Les LB peuvent également assurer le rôle de CPA, puisqu'ils peuvent endocyter, c'est-à-dire phagocyter, le complexe récepteur antigène, le dégrader en petits fragments et présenter l'élément du non-soi associé à HLA2 ou LT4. Un antigène correspondant à plusieurs déterminants antigéniques, ce sont en fait plusieurs LB et LT qui sont sélectionnés. Les LT sont sélectionnés au contact de CPA qui présente le complexe CMH antigène grâce à leur récepteur TCR. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance qui est indirecte et double. Le TCR et LT4 est complémentaire au complexe CMH2 peptide du non-soi. Il assure donc la double reconnaissance. Le TCR des L8, le LT8, est complémentaire au complexe CMH1 peptide du non-soi et assure aussi la double reconnaissance. L'identification du non-soi constitue donc le premier signal d'activation des lymphocytes. Lors de la présentation de l'antigène, le macrophage sécrète une première interleukine qu'on appelle interleukine 1 qui active toutes les lymphocytes T spécifiques de cet antigène. Et on parle de la phase d'induction. Donc, à l'issue de cette phase d'induction, les LB et les LT sélectionnés sont activés, mais leur nombre est peu élevé pour faire face à l'agression. Ainsi intervient la deuxième phase, qui est la phase d'amplification. Lorsqu'on parle d'amplification, c'est-à-dire qu'il va y avoir multiplication. Donc les lymphocytes sélectionnés vont se multiplier. Puis après, ils vont se différencier. Alors, comment se fait cette multiplication et cette différenciation? Là, on va voir deux parties. La partie A. Le document 1. Des prélèvements réalisés de la moelle osseuse ou dans la moelle osseuse et dans le thymus montrent que la prolifération touche dans chaque réaction immunitaire des clones des lymphocytes différents. On a montré que les clones LB préexistants constituent une réserve diversifiée permettant ainsi la reconnaissance de millions d'antigènes différents. Le document 1 montre le mode selon lequel un clone de LB est sélectionné. Deuxième document. Dans les jours qui suivent une atteinte infectieuse, on réalise des prélèvements réguliers dans la rate de l'animal malade et on procède à la numération des lymphocytes LB, courbe B de la figure 2. L'évolution du nombre des plasmocytes, courbe P, et le dosage des anticorps, courbe AC, du même document. L'observation microscopique de la figure 3 permet de révéler la structure d'un plasmocyte issu d'un LB.
Alors que le document 3, de la même manière, la numération de lymphocytes T et les observations au microscope électronique sont présentées par les documents suivants. Et l'observation microscopique montre l'approche d'un LT, c'est-à-dire un LTC d'une cellule cible et permet de révéler sa structure. On me demande d'écrire l'évolution du nombre de LB des plasmocytes des anticorps dans le RMH, dans la réponse immunitaire à médiation hémorale. Remarquez ici la sélection des clones. Parmi ces lymphocytes, seulement un qui a reconnu cet antigène. Donc celui-là, bien sûr, il est activé parce qu'il reconnaît cet antigène. Mais un seul n'est pas capable, bien sûr, de réaliser la réponse immunitaire demandée. Donc il doit bien sûr se multiplier. Cette multiplication est due, bien sûr, à la mitose. Alors remarquez ici, on vous donne ce graphe. Elle présente le nombre de cellules et là, bien sûr, les résultats de la numérisation cellulaire et dosage des anticorps. Là, on a les lymphocytes B, là, on a les plasmocytes, et là, on a l'anticorps. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'après l'infection, par exemple, après l'infection, on voit qu'ici, le nombre de lymphocytes, il augmente. Parallèlement, il y a augmentation des plasmocytes, ce qui veut dire que les B vont se transformer en P. Et de même, ce P, c'est-à-dire les plasmocytes, vont sécréter cet anticorps durant une période bien déterminée, puis bien sûr, il va y avoir une chute ou une diminution de la concentration de cet anticorps et de même du nombre des plasmocytes ou des lymphocytes B. De même pour les lymphocytes ou pour les LT. Là, vous voyez ici, on a les LT en augmentation. Là, les LT4, les LT8 et les LTC. Remarquez donc, en premier, on a les B, les voilà. En premier, on a les LT4 qui va augmenter, puis va entraîner l'augmentation du nombre de lymphocytes T8 et entraîner l'augmentation de lymphocytes TC pour rester à un pourcentage maximum pendant un certain temps, puis il va diminuer. Donc après une infection, des lymphocytes B ayant reconnu l'antigène sont sélectionnés ou activés. Au début, le nombre de LB était à 1200 cellules par millilitre de sang et augmente progressivement avec le temps. Et lorsqu'il commence à diminuer, apparaissent des plasmocytes dont le nombre croît progressivement parallèlement avec la sécrétion des anticorps et à la fin commence à diminuer. De même pour les lymphocytes T. Remarquez ici, on a lymphocyte B et on a ici les plasmocytes. Si on compare les deux, celle-ci est plus grande, elle a un noyau très grand, elle présente des os ou des organites responsables de la synthèse protéique, c'est-à-dire la synthèse de l'anticorps. On va demander ici expliquer la relation qualitative ou quantitative entre ces différents effecteurs. La succession de l'apparition de LB, plasmocytes et anticorps permet de dire que les LB sont à l'origine des plasmocytes qui sont responsables de la sécrétion de l'anticorps. Alors si on compare les cellules LB et plasmocytes et dégager les particularités structurales du plasmocyte en rapport avec sa fonction. Donc ici on parle toujours de lymphocyte B1. Donc, comparaison de LB et plasmocyte. La plasmocyte est plus grande avec un grand noyau et riche en organites que vous voyez ici, qui tel, le noyau, bien sûr, il y a l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, et bien sûr, il y a des vésicules. Ces organites interviennent bien sûr dans la synthèse des protéines, telles les anticorps. Alors, comme B, on va parler de lymphocyte T. Pour comprendre comment se fait la multiplication et la différenciation des lymphocytes en lymphocytes T1,
aux lymphocytes effectrices, on propose les documents suivants. On a la figure 1, la figure 2, 3 et 4. Et comme question, en exploitant vos connaissances et les documents précisés dans l'ordre des événements immunologiques déclenchés par l'infection microbienne dans les deux types de réponses immunitaires. Donc vous voyez ici les LB, les LT. Et là, on a le macrophage. Donc le macrophage, bien sûr, lorsqu'il phagocyte l'anticorps, il va bien sûr informer les lymphocytes T4 et T8, ce qui entraîne bien sûr une sélection clonale, et cette sélection clonale des LT8 et LT4 est suivie par une multiplication, c'est-à-dire multiplication des cellules LT8, grâce bien sûr aux substances fournies qui sont les interleukines. Donc, pour qu'il y ait activation, les macrophages sécrètent l'interleukine 1, et pour qu'il y ait multiplication, bien sûr, les LT4 ou LTH vont sécréter l'interleukine l'interleukine 2. Le contact récepteur T antigène présenté par une CPA produit une synthèse d'une protéine appelée interleukine de type 1 par le CPA. L'interleukine 1 se fixe sur des récepteurs spécifiques préexistants sur les LT 4 et 8. Cette fixation d'interleukine 1 déclenche une synthèse d'une autre protéine par les lymphocytes T4, c'est-à-dire les LT auxiliaires, l'interleukine 2 et L2. En même temps, on assiste à la synthèse et à l'expression des récepteurs à l'interleukine 2 par tous les LT sélectionnés. L'interleukine 2, en se fixant sur ces récepteurs, stimule très activement la réplication de l'ADN qui sera suivi de mitose. Ces mitoses engendrent des clones de LT spécifiques des déterminants antigéniques, c'est la multiplication clonale des LT sélectionnés. Une partie des clones LT se différencie en cellules effectrices qu'on appelle LTC, caractérisées par leur pouvoir cytotoxique. Les LTC, cellules effectrices de la RAMC, sont capables de reconnaître et de détruire spécifiquement la cellule anormale. L'autre partie se transforme en LT cytotoxique à mémoire. Pour les lymphocytes B, qu'est-ce qu'on peut dire? La même chose, c'est que les LB sélectionnés par la reconnaissance directe des récepteurs BCR en déterminant un déterminant, c'est-à-dire reconnaissance directe du récepteur BCR, un déterminant antigénique qu'il phagocyte et exprime le déterminant antigénique associé au HLA. Il devient donc des CPA. Les LT4 activés sécrètent alors diverses lymphokines, les IL, qui activent les LB. Donc les LT4 vont synthétiser les interleukines pour activer les LB et les LT4. Alors, nous, on s'intéresse à LB maintenant, donc à LB. Donc, et crée un clone de LB spécifique du déterminant antigénique. Parmi les lymphokines, c'est-à-dire les interleukines, parmi les lymphokines sécrétées par les LT4, certains vont stimuler la différenciation. Donc c'est ça ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire ces cellules LB activées vont se transformer en plasmocytes, donc cellules qui est spécialisée à la synthèse des anticorps. Donc différenciation d'une partie du clone de LB en plasmocytes, cellules sécrétrices d'anticorps circulants. Cette population de plasmocytes reste en place dans les organes lymphoïdes. En revanche, les anticorps sécrétés gagnent la circulation générale. L'autre partie des clones des LB évolue en LB à mémoire, cellules à durée de vie très longue, prêtes à réagir rapidement en cas de nouvelle agression par le même antigène. Maintenant, la dernière partie, c'est la phase effectrice. Donc, des observations réalisées au microscope électronique sur des prélèvements effectués dans la rate d'un animal lors de la réaction de rejet d'allogreffe ont permis de prendre les électronographies figure 1 et de réaliser les schémas d'interprétation figure 2, figure 3
La figure 4 est un schéma explicatif de la synthèse des anticorps par les plasmocytes et la figure 5 présente le rôle des anticorps. Donc, comme question, en se basant sur les différentes figures, petit a, décrire les étapes et déduire les caractéristiques de la phase effectrice de la réponse immunitaire cellulaire et le mode d'action des lymphocytes TC. Et en petit b, déduire les étapes de la phase effectrice de la réponse immorale et déduire les caractéristiques ainsi que les rôles joués par les anticorps circulants. Donc si on commence par le premier A. Les études cytologiques ont montré qu'après avoir reconnu les cellules cibles, c'est-à-dire les cellules d'allogreffe, cellules infectées par un virus, etc., les LTC ou cellules cytotoxiques provoquent la lyse de ces cellules cibles. Remarquez ici. Donc voilà le lymphocyte, et voilà donc la cellule cible. Lorsqu'elles la reconnaissent, elles vont s'associer, vont se fixer sur elle, et bien sûr vont la faire exploser, vont la détruire. Les mécanismes de la destruction des cellules cibles débutent par la reconnaissance du non-soi. Donc, bien sûr, elle doit le reconnaître, bien sûr. Donc, cette reconnaissance se fait grâce, bien sûr, au TCR, qui se lie, bien sûr, au CMH, et à la protéine présentée par cette cellule infectée. Le TCH, il va quoi? Il va fournir ou produire ou libérer des substances destructrices qui sont les perforines. Donc, les mécanismes de la destruction des cibles débutent par la reconnaissance du non-soi. Le peptide du non-soi associé au HLA1 de la cellule cible est reconnu grâce au TCR et des LTC et à la molécule CD8. Les LTC produisent des protéines appelées perforines et des enzymes appelées aussi granzymes près de la membrane de la cellule cible, que voilà. En présence du calcium, la perforine, c'est-à-dire ces substances perforines, est polymérisée, c'est-à-dire elles vont s'assembler au niveau de cette membrane de la cellule infectée pour former ce qu'on appelle un cylindre. Donc en présence du calcium, la perforine est polymérisée par une enzyme et crée des canaux, cylindres, des canaux dans la membrane de la cellule cible, s'enchasse dans la membrane plasmique formant un pore. De l'eau et des enzymes protéolytiques sont libérées et passent à travers les pores dans les cellules cibles, ce qui assure l'effet cytotoxique engendrant ainsi la destruction de la cellule cible. Certains LTC libèrent des signaux chimiques capables d'être captés par la cellule en détresse grâce à des récepteurs spécifiques, ce qui induit instantanément la mort de la cellule à détruire par apoptose. C'est le processus de mort programmé génétiquement. Donc, il y a reconnaissance de la cible, de la cellule cible, il y a libération des protéines, c'est-à-dire les granzymes et les perforines, et en 3, il y a bien sûr destruction de cette cellule infectée par les cellules LTC. Pour B, remarquez ici, la cellule B, c'est-à-dire le plasmocyte, va produire ce qu'on appelle les anticorps. Les anticorps circulants, ils circulent dans le sang. Et dans le sang, ils vont bien sûr rencontrer tout antigène. Donc s'il y a l'antigène, qu'elles sont activées, elles vont se fixer avec cet antigène. S'il y a des cellules ou des bactéries qui portent cet antigène, elles vont s'associer. S'il y a des cellules infectées, elles vont s'y associer, etc. Donc, le rôle de l'anticorps est de s'associer à l'antigène qui a produit sa production pour former ce qu'on appelle un complexe humain. Et ce complexe humain est à la fin phagocyté par une phagocytose. Donc pour la réponse immorale, la RMH a pour effecteur les anticorps, voilà, circulants spécifiques du déterminant antigénique sécrété par les plasmocytes. Les anticorps circulants sont spécifiques de l'antigène puisqu'ils sont identiques aux anticorps de surface de LB, ayant repéré l'antigène au départ.
Ces anticorps sont en effet capables de se fixer spécifiquement à un déterminant antigénique pour former un complexe humain, ce qui entraîne la neutralisation de l'antigène et non pas sa destruction. Les anticorps interviennent aussi dans l'opsonisation. Alors on parle de opsonisation, c'est-à-dire faciliter la phagocytose. Voilà un exemple. La bactérie, il va être bien sûr phagocytée par cette phagocyte grâce à l'anticorps. C'est-à-dire elle va s'accoupler ou s'associer avec cet anticorps et qui va permettre bien sûr sa phagocytose. Ça on parle de l'opsonisation. L'activation, autre rôle de l'anticorps, c'est l'activation des compléments et détruire les antigènes grâce au complexe d'attaque membranaire qu'on a vu dans le premier cas de la réponse non spécifique. Le complexe humain et les différents débris sont phagocytés, c'est-à-dire absorbés par des macrophages à la fin de compte. Activité numéro 6. Quelles sont les caractéristiques de la réponse immunitaire? Chez un sujet S1 atteint d'une maladie infectieuse M, on prélève dans le tissu lymphoïde des macrophages M1 et des lymphocytes T1 et B1. On réalise des cultures avec ces diverses catégories cellulaires, tableau ci-contre, et on cherche la présence de gamma-globulines, c'est-à-dire la protéine constitutive des anticorps. Document 2, 1966, Clamont réalise l'expérience suivante. Des cellules de thymus et des cellules de la moelle osseuse sont prélevées chez des souris normales appartenant à une souche S. Ces cellules sont placées dans un milieu de culture approprié. Des souris de la même souche S subissent à la naissance l'ablation de thymus et l'irradiation pour détruire la moelle osseuse. Ces souris sont réparties en 3 lots qui reçoivent des injections de lymphocytes. Document 2. Les souris de ces 3 lots ainsi que les souris d'un lot témoin reçoivent une injection d'un antigène, les globules rouges du mouton ou GRM, qui va jouer bien sûr le rôle de l'antigène. Une semaine plus tard, on prélève du sérum chez les souris de chaque lot et on cherche la présence d'anticorps anti-GRM capables d'agglutiner les GRM. Expérience 3, l'expérience de Morgan et Rust City 1975 permet une interprétation de l'expérience de Clamont. Des lymphocytes T prélevés chez un sujet sain sont cultivés en présence de produits stimulants qui jouent le rôle d'antigènes provoquant leur activation. Le surnageant de la culture est introduit dans les cultures de lymphocytes B et cultures de lymphocytes T. Les résultats sont présentés dans le figure document 3. Question. Que peut-on déduire de l'analyse du tableau du document? Alors, remarquez ici le tableau. On a les lots 1, 2, 3, 4. Celui-là, on a injecté lymphocyte B, là, lymphocyte T, lymphocyte B et T. Et là, le 4, bien sûr, c'est un lot témoin. Alors, dans le lot témoin, on constate qu'il y a une agglutination des GRM. C'est-à-dire que le sérum contient une substance anti-GRM, ce qui a permis leur assemblage. De même, pour le troisième lot, on a les B et les T ensemble. Alors que si on a seulement les B et les T séparément, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'agglutination. Donc il n'y a pas formation de l'anticorps. Donc on peut déduire que pour qu'il y ait formation d'anticorps, il faut qu'il y ait la présence à la fois des lymphocytes B et lymphocytes T. C'est-à-dire une coopération des cellules. D'après les résultats obtenus, les expériences, on constate que la sécrétion des anticorps en grande quantité ne se produit qu'en présence des différentes cellules immunitaires, les LB et les LT, et les macrophages, ce qui montre qu'il y a une coopération entre les cellules immunitaires. Deuxièmement, en exploitant les résultats des expériences de Clamont et Rust City, petit a, dégager les conditions de la prolifération des lymphocytes T et B. Lorsqu'on parle de prolifération, c'est-à-dire l'augmentation de leur nombre, c'est-à-dire leur multiplication. Donc, pour qu'il y ait multiplication du nombre de lymphocytes B et T, bien sûr, il faut qu'il y ait présence d'une substance dans le liquide surnageant. Cette substance est bien sûr l'interleukine.
Donc, pour qu'il y ait multiplication ou prolifération des lymphocytes T et B, il faut qu'il y ait bien sûr présence de l'interleukine qui a été sécrétée par les lymphocytes T4 ou TH. Donc, d'après ces expériences, il prouve la nécessité des macrophages et de tous les types de lymphocytes en plus de certaines substances chimiques pour le déclenchement de toute réaction immunitaire, spécifique, cellulaire ou humorale. Les contacts et les communications entre les acteurs de l'immunité spécifique constituent donc des conditions nécessaires pour le déroulement normal d'une réponse immunitaire spécifique. Et on parle de coopération entre les cellules immunitaires. Donc les conditions pour qu'il y ait une réponse immunitaire, c'est la présence des différentes cellules immunitaires nécessaires pour cette réponse immunitaire, la présence des interleukines qui jouent le rôle de messages chimiques induisant ainsi l'activation, la multiplication et la différenciation des cellules immunitaires sélectionnées en cellules effectrices. Les cellules immunitaires coopèrent entre elles. Cette coopération se fait par le biais de substances chimiques sécrétées par certaines cellules immunitaires. Par exemple, les interleukines sécrétées par les LT4 ou LTH. La coopération peut se faire aussi par un contact direct entre elles grâce à une interaction entre leurs récepteurs membranaires. Exemple, la coopération entre CPA et les LT8 ou LT4. Petit b. Montrer le rôle que les lymphocytes LT peuvent jouer dans l'immunité humorale. Les LT4 surtout sont très importants dans la réponse immunitaire, puisque grâce à elles qu'on a la sécrétion de l'interleukine, qui va entraîner bien sûr la multiplication et la différenciation en cellules effectrices. Sans les LT4, il n'y aura pas d'interleukine, donc il n'y aura pas de multiplication ni de différenciation en cellules effectrices. Donc pas de plasmocytes, donc pas d'anticorps, pas de LTC, donc pas de destruction de cellules infectées. Donc les LT4 jouent un rôle très important dans la réponse immunitaire. Les LT4 sont les pivots de la réponse immunitaire spécifique. Les LT4 sont sélectionnés par une CPA de la même façon que les LT8. Les LT4 sont activés. Les LT4 ainsi activés se multiplient par mitose et se différencient en LT auxiliaire ou LTH, H pour le helper, sécréteur d'interleukine. L'interleukine 2, sécrété par les LT4, rétroagit sur les propres cellules qui l'ont sécrété, c'est-à-dire les LT4, induisant ainsi leur multiplication ou leur amplification clonale et une différenciation en LTH. L'interleukine 2, les autres interleukines sécrétées par les LTH stimulent la multiplication et la différenciation des LB et des LT8 activés. Les LB sont transformés ou sont différenciés en plasmocytes et les LT8 sont différenciés en LTC. Une telle stimulation est indispensable car en son absence, les réponses immunitaires spécifiques RIMH et RMC sont très faibles, voire inexistantes. Déduire le mode de communication entre les cellules de l'immunité. Donc, les cellules immunitaires coopèrent entre elles et bien sûr, la communication elle est régie par les substances chimiques qu'on appelle interleukines qui sont sécrétées par certaines cellules immunitaires telles les macrophages pour l'interleukine 1 et les lymphocytes TC, enfin les lymphocytes T4 ou TLP qui sont l'interleukine 1, qui sont l'interleukine 2, l'interleukine 4 ou l'interleukine 6. Les cellules immunitaires coopèrent entre elles. La RIMH et la RMC nécessitent une coopération cellulaire entre les macrophages, les LB et les LT. Une coopération directe par contact direct entre les lymphocytes et le macrophage, c'est-à-dire entre macrophage et LT8, entre macrophage et LT4 et entre LB et LT4. Ou une coopération indirecte par l'intermédiaire des substances chimiques appelées interleukines. L'interleukine est L1 sécrétée par les macrophages pour activer les LT4 et les LT8. L'interleukine est L2 sécrétée par les LT4 activés par IL1 et pour activer les LT8 et les LB pour une auto-activation, c'est-à-dire l'activation de LT4. Donc là, on a vu que la première caractéristique, c'est la coopération cellulaire. On injecte à une souris un antigène A et on mesure le taux plasmatique d'anticorps spécifiques anti-A.
Lorsque le taux est redevenu presque nul, au bout de 50 jours environ, on pratique une seconde injection du même antigène et en même temps on injecte un antigène B, différent du précédent, et on suit dans le plasma les taux d'anticorps spécifiques anti-A et anti-B. Donc voilà, vous voyez ici la figure qui montre cette expérience. Donc là, on injecte l'antigène A, et après 50 jours, on injecte l'antigène A et l'antigène B. Et voilà donc les résultats qu'on a. On vous demande montrer que ces expériences mettent en évidence l'existence d'une mémoire immunitaire. Donc vous voyez ici que la première injection, c'est-à-dire la réponse immunitaire primaire, il y a une réponse après à peu près 8 jours, il y a une réponse qui est faible, sécrétion d'anticorps qui est très faible, puis va diminuer. Mais au 50e jour, lorsqu'on injecte le même antigène, c'est-à-dire une deuxième réponse immunitaire secondaire va se produire. Et là, il se fait bien sûr de façon qui est rapide, et bien sûr sécrétion de grandes quantités d'anticorps qui va durer bien sûr longtemps, puis va diminuer très lentement. Alors que pour l'injection de l'antigène B, il y a bien sûr une réponse primaire avec sécrétion d'une petite quantité d'anticorps avec un retard bien précis. Ainsi, bien sûr, on peut déduire qu'il y a une mémoire, que les cellules se rappellent bien sûr de l'antigène, du premier antigène, alors que le deuxième antigène, c'est la première fois qu'ils le rencontrent. Donc, lors du premier contact avec un antigène, le système immunitaire produit des anticorps en petite quantité et après un certain délai de temps. Cette réponse est appelée réponse primaire, mais lors du deuxième contact avec le même antigène, la production des anticorps est rapide et en grande quantité. Cette réponse est appelée réponse secondaire. Alors que pour celui-là, vous voyez bien qu'il y a une réponse qui est primaire. Document 3, lors de la première greffe, remarquez ici, pour le rejet, il y a seulement 10 jours. Alors que si on recommence la même greffe, le rejet se produit en 3 jours. Mais si on greffe un autre organe ou un autre tissu à un autre animal, vous voyez bien sûr, elle demande plus de temps, c'est-à-dire 10 jours pour qu'il y ait une réponse. Donc ça prouve que même pour la réponse immunitaire à médiation cellulaire, il y a une mémoire cellulaire. Donc, lors de la première greffe, première rencontre, la souris C a rejeté le greffon après 2 jours, alors que à la deuxième greffe, c'est-à-dire deuxième rencontre avec le même greffon, le rejet se fait rapidement après 3 jours seulement. Cette rapidité de la réponse immunitaire aux rencontres ultérieures avec le même antigène permet de mettre en évidence la mémoire immunitaire, qui désigne la capacité qu'a le système immunitaire de réagir plus rapidement et plus efficacement lors de contacts ultérieurs avec un antigène déjà reconnu. Elle repose sur l'existence des LB et LT mémoire, c'est-à-dire des lymphocytes n'ayant pas achevé leur différenciation. Les cellules mémoire ont une durée de vie très longue, contrairement aux cellules effectrices, et la mémoire immunitaire est éminemment spécifique. Deuxièmement, comparer les caractéristiques de la réponse primaire et la réponse secondaire. En comparant, on constate que la réponse immunitaire primaire, le délai avant l'apparition des premiers anticorps spécifiques est longue à se mettre en place, 5 à 6 jours, et peu intense et correspond au temps où les LB et les LT spécifiques sont sélectionnés, prolifèrent et se différencient en cellules à courte durée de vie, et le temps de l'infection et de la maladie. Peu de cellules immunitaires sont différenciées en cellules effectrices pour éliminer l'antigène. Cependant, une partie des cellules est mise en réserve sous la forme de lymphocytes à mémoire. La réponse immunitaire secondaire, lors de la deuxième rencontre avec le même antigène, la réponse est beaucoup plus efficace, car elle implique l'existence des lymphocytes et plasmocytes dits mémoire, et à longue durée de vie qui prolifèrent et se différencient beaucoup plus vite. Les plasmocytes mémoire produisent des anticorps qui circulent dans le sang et peuvent être mis en évidence lors d'une prise de sang. Cette réaction est mise en place plus rapidement, c'est-à-dire 2 jours, et elle est plus intense.
Ceci explique que certaines maladies ne sont contractées qu'une fois, comme les maladies infantiles, comme la varicelle, la rougeole, les oreillons, etc. Comme remarque, nous avons vu que l'activation d'une clone de LB et LT par un antigène donné se traduit par une prolifération clonale, puis une différenciation conduisant ainsi à des cellules effectrices, soit les plasmocytes, soit les LTC, et LT auxiliaires bien sûr. Ces cellules ont une durée de vie très courte, quelques jours à quelques dizaines de jours, puis elles meurent par apoptose. Certaines cellules résultant de la prolifération peuvent en revanche persister longtemps en formant des cellules mémoire. Leur durée de vie peut être très longue, des dizaines d'années, comme le montre le fait que l'on ne contracte pas 2 fois certaines maladies infectieuses, mais telle la rougeole. La longévité de cette mémoire s'explique par une prolifération contrôlée des cellules mémoire qui compensent à long terme la mémoire de certaines d'entre elles. Donc la réponse immunitaire spécifique se caractérise aussi par des cellules à mémoire, les LB mémoire et les LT mémoire. Donc comme conclusion, la réponse immunitaire spécifique se réalise par 2 types, soit la RAMC cellulaire, c'est-à-dire la réponse immunitaire par l'intermédiaire des cellules, qui sont les cellules lymphatiques, les LTC, qui éliminent l'intrus de façon directe par un simple contact et déversement de perforine. Alors que la deuxième réponse immunitaire spécifique, c'est la RIMH, c'est-à-dire la réponse immunitaire à médiation humorale. Elle se fait par l'intermédiaire des LB, c'est-à-dire les plasmocytes, qui participent à l'élimination de l'intrus de façon indirecte par l'intermédiaire des anticorps qui forment des complexes humains avec l'intrus, c'est-à-dire l'antigène. Donc, pour résumer, on a ici l'étape des différentes réponses immunitaires. Là, la réponse immunitaire à médiation immorale, intervention des anticorps, intervention de B et les anticorps. Et là, la réponse immunitaire à médiation cellulaire, c'est-à-dire la réponse des cellules T et les cellules TC. Donc, pour la médiation immorale ou cellulaire, elle se fait bien sûr en 4 étapes. La première, c'est-à-dire la phase de présentation d'antigènes, c'est-à-dire sélection et activation. Le macrophage présentant les déterminants antigéniques sur sa membrane sécrète les interleukines pour attirer les LB et les LT. Ceci peut faciliter le contact avec le macrophage. Voilà donc le macrophage. Il a phagocyté bien sûr l'antigène et elle fait sortir une partie, c'est-à-dire le déterminant antigénique pour informer les différents types des cellules immunitaires. Les LB, porteurs des récepteurs membranaires et complémentaires aux déterminants antigéniques de l'antigène présentés, sont sélectionnés. Vous voyez, ils sont sélectionnés, donc ces cellules B vont être activées. Les LB et les LT sélectionnés reconnaissent ces antigènes par des déterminants antigéniques. La phase de multiplication. Les LB sélectionnés se multiplient pour donner plusieurs LB identiques, c'est la multiplication clonale. Elle est nécessaire pour obtenir un nombre suffisant de cellules immunocompétentes pour faire face à l'agression. Phase de différenciation, les LB ainsi obtenus se différencient en plasmocytes et LB mémoire. Ces dernières, les plasmocytes, vont passer à la phase effectrice. Les plasmocytes synthétisent les anticorps, puis les sécrètent dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le sang. Les anticorps sécrétés vont se fixer sur les déterminants antigéniques de l'antigène pour le neutraliser ou le présenter aux phagocytes associés aux toxines. Les anticorps forment une précipitation, c'est-à-dire les complexes humains vont se précipiter, donc c'est-à-dire associés au virus, ils forment ce qu'on appelle une agglutination. Ces complexes humains vont être à la fin phagocytés par un macrophage. La réponse immunitaire à médiation cellulaire. Que les phases dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire, elle se fait aussi en 4 étapes. La présentation d'antigènes, c'est-à-dire sélection et activation cellulaire, se fait bien sûr grâce au macrophage qui va présenter l'antigène aux cellules lymphatiques T4 et T8.
Une fois sélectionnés et activés, ils vont entrer en multiplication, c'est-à-dire les LT4 activés se multiplient pour donner plusieurs LT4 identiques. C'est la multiplication clonale permettant d'obtenir un nombre suffisant de cellules immunocompétentes, soit les LT4, soit les LT8. Ainsi, les LT4 vont synthétiser les LTH ou LT4 vont synthétiser l'interleukine qui va permettre la différenciation cellulaire des LT8 sensibilisés se différencient en T ou LTC cytotoxiques et en T à mémoire. Ces LTC cytotoxiques vont bien sûr passer à la phase effectrice. La phase effectrice, c'est-à-dire les cellules LTC, détruisent les cellules infectées d'antigènes par contact direct à l'aide des enzymes telles la perforine et les granzymes. En fin de compte, à la prochaine vidéo concernant le dysfonctionnement immunitaire. Et on va voir l'allergie et le sida.